CAC bi ak site internet bi www.cacsénégal.com daw leen gaaw si showroom ba nekk Yoff cité Biagui wala ci showroom Parcelles croisement 22 ak ci site bi cacsénégal.com te ngeen gaaw télécharger application CAC Sénégal balaa xewal yi di leen raw ma ne Black Friday bi CAC kese la. Original e-radio, radio number one. La levée des subventions sur l'électricité préfigure-t-elle d'autres hausses des prix? L'immigration clandestine est-elle une immigration économique ou y a-t-il d'autres motivations? La présidentielle, les batailles autour des parrainages des différents candidats. Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit Seydou Bokoum, secrétaire scientifique et chercheur à l'AREM, et Moustapha Diakhaté, consultant senior en infrastructure, expert en énergie. L'Air du Temps, c'est sur e-radio 90.3 ce dimanche 5 novembre 2023 de 10h à 11h. Dimanche 5 novembre 2023, bienvenue à l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Moustapha Diakhaté, qui est consultant senior en infrastructure, expert en énergie, économiste, et aussi Seydou Bokoum. Seydou Bokoum est secrétaire scientifique et chercheur à l'AREM, laboratoire d'analyse de la réforme de recherche monétaire à l'UCAD. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. L'économie au Sénégal depuis quelque temps, c'est la crispation autour de la levée des subventions. 100 milliards de francs CFA qui ont été levés sur l'électricité. Les Sénégalais se retrouvent avec des factures qui passent de 80 000 francs à 350 000 francs, sinon plus, des simples au double ou des simples au triple. Beaucoup de cris d'offre par rapport à cette levée. Semble-t-il, c'est l'FMI qui a demandé au Sénégal de lever les subventions. L'agence Ecofin annonce que bientôt d'autres produits vont suivre. L'agence parle de carburant, c'est-à-dire l'essence pour les voitures, le gasoil pour les transporteurs, surtout les gros camions qui transportent et surtout les transports en commun, l'essence pour les pirogues. Seydou Bokoum, est-ce qu'on devait s'attendre à cette situation, surtout avec les FMI? Ok, bonjour monsieur Alassane et merci de l'invitation. Bienvenue. Voilà, bon. C'est un couteau, comment dirais-je, à double tranchant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'FMI est une organisation, comme la Banque mondiale, sont les institutions de Bretton Woods, qui défendent des intérêts. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts du Sénégal. Ils sont là pourquoi? Pour pouvoir permettre au Sénégal de payer quoi? La dette. Le but de l'FMI, c'est de permettre aux États de pouvoir payer la dette. Donc, quel mécanisme qu'on va utiliser pour payer la dette? C'est ce qui intéresse l'FMI. Rien d'autre. Maintenant, le gouvernement sénégalais doit voir est-ce que cette politique l'arrange ou pas. Parce que si on regarde le papier venant du ministère de la Finance, du ministère des Finances, ils disent qu'ils vont faire lever des subventions de 279 milliards entre 2023 et 2025. Ils disent qu'avec ça, ils vont réduire le déficit budgétaire. Le but, c'est quoi? C'est de réduire le déficit budgétaire. Mais moi, la première question que je pose, c'est exactement, la subvention va à qui? À la Sénélec. Bon, ma tête est un peu nuancée. Parce que si on regarde le bilan financier de la Sénélec, et on dit que c'est l'État qui subventionne, la subvention de l'État ne représente que 12 milliards en 2023 et 11 milliards en 2022. Et la Sénélec, en 2022, a fait un bénéfice d'1 milliard et en 2023, un bénéfice de 10 milliards. Moi, en tant que quelqu'un qui travaille sur les chiffres, j'ai un problème. C'est-à-dire? Mais c'est pas cohérent pour vous? Mais on nous parle de 279 milliards de subventions. Ça doit refléter dans le bilan financier de la Sénélec. Normalement. Et
dans le bilan financier de la Sénélec, qui est public, ils ont reçu une subvention de l'État qui est de 12 milliards. Et même, pour vous dire que la subvention de l'État, entre 2022 et 2023, a augmenté de 12%. Donc, est-ce que parler de l'augmentation de l'électricité en rapport avec la levée des subventions, est-ce que ça ne ressemble pas à de la politique politicienne? Moustapha Diakhaté, c'est une question bien précise, surtout les populations qui en souffrent. D'abord, qui manifestent, qui se disent qu'ils ne comprennent pas que leur facture passe de simple au double. Les populations qui les intéressent, eux, c'est la poche à laquelle on a touché. Ok, permettez-moi, Alassane, avant d'entrer dans le vif de mes développements et de mes analyses, de vous remercier pour votre invitation. Bienvenue. De remercier également mon co-débatteur, le très brillant, le brillantissime Bokoum du LAREM, qui est quasiment un think tank de référence dans le milieu universitaire, mais également de dire un petit bonjour à tous vos auditeurs pour l'honneur et le privilège qu'ils nous font de nous écouter ce dimanche. Je d'abord commencerai par deux axiomes. Alassane, je n'ai pas entendu, moi, Moustapha Diakhaté, que l'État ait dit qu'il renoncerait à subventionner dorénavant le secteur de l'électricité. Je n'ai pas vu une voix officielle, ni de la tutelle, à savoir du ministère des Finances, ni de l'autre tutelle, à savoir le ministère du Pétrole et de l'Énergie, disant officiellement qu'on allait lever la subvention sur l'électricité. C'est vrai qu'il y a des élucubrations. Ce qu'il y a, c'est clair. Nous vivons une situation particulièrement inédite. Cette situation est née de ce que vous appelez des chocs extérieurs que le Sénégal subit, mais que d'autres pays comme le Sénégal subissent également. Le premier choc, ça a été la Covid-19. Le second choc a été quasiment ce que nous vivons, la guerre russo-ukrainienne, avec notamment son impact sur ce qu'on appelle les hydrocarbures. Le troisième choc, c'est quasiment la guerre que nous avons actuellement entre la Palestine et Israël. Il est clair que ce secteur peut ne pas être impacté par ces chocs-là. Parce que ce qu'on doit nous dire dans ce pays-là, c'est que le secteur énergétique importe énormément tout. Le secteur énergétique importe sa technologie, le secteur énergétique importe ses combustibles, le secteur énergétique importe énormément d'intrants, qui fait que nous n'avons pas aujourd'hui de prise ou de maîtrise sur la chaîne de valeur de l'énergie. Donc nous sommes obligés d'être impactés par tout choc qui se passe même dans la sous-région. Aujourd'hui, même s'il y a aujourd'hui, par exemple, dans le giron des pétroliers et des grands méthaniers qui nous apportent les combustibles, s'il y a un petit ajustement sur les prix, il est clair que le consommateur sénégalais va en subir les coûts et les contre-coups. Tout cela pour vous dire quoi? Dans le domaine précis des subventions, je ne vais pas m'épancher davantage. Parce que je pense que ce pays-là, il y a deux secteurs sur lesquels l'actuel régime a, me semble-t-il, des performances. C'est le secteur des infrastructures, c'est aussi le secteur de l'énergie. Alassane, il y a moins de 10 ans, on était là dans ce pays-là à avoir moins de 3 heures d'électricité par jour. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce pays-là est quasiment en excédent. Aujourd'hui, nous faisons même transiter un excédent de production d'électricité vers les pays limitrophes. Oui, mais le problème, ça, c'est clair. Maintenant, ce que vous dites par rapport, par rapport à la cherté des prix, effectivement, c'est les prix qui posent problème. Nous voyons, de manière souvent très anecdotique. Quand c'est abondant, normalement, ça doit être moins cher. Cela dépend. Normalement. Cela dépend parce que l'énergie et l'électricité ont un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur et l'usager sénégalais sont prêts à payer ce coût-là? Alors, je te dis, vous importez tout dans l'énergie. Donc vous n'avez absolument pas, vous êtes quasiment dans une situation de filière complètement extérieure que vous subissez. Vous êtes obligé aujourd'hui de subir les coûts. Mais Alassane, en France, ils en sont à la 3e augmentation du prix de l'électricité. Aux États-Unis, c'est pareil, au Canada, c'est pareil. Partout dans le monde aujourd'hui, les marchés énergétiques ont subi des contre-coups par rapport au prix des combustibles. D'accord, mais sur le plan économique, la France ne peut pas la comparer. Mais je voulais poser une question. Justement. Partout, même en France, ils en sont à la 3e augmentation du prix de l'électricité. Par contre, je ne fais pas la politique de la Sénélec, je ne suis pas agent de la Sénélec, mais je dis que les Sénégalais aussi doivent aussi des fois au moins savoir au moins qu'il y a des choses qui ont été faites. D'accord. C'est vrai que la question que je voulais poser à beaucoup, c'est que les subventions, comme les gens l'ont dit, est-ce qu'elles ont été orientées aux vrais
personnes qui en ont besoin. Non, Est-ce que les Sénégalais non, pauvres, est-ce qu'on n'a pas subventionné des riches? Est-ce que les subventions ne bénéficient pas aux Sénégalais, aux plus riches? Le problème, c'est quoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas eu de levée de subventions. C'est politique. Et quoi? Et regardez, c'est dans le cahier, la feuille de route du ministère des Finances. Je vous donne le papier. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai rien inventé. Ça a été tiré sur le website du ministère des Finances. C'est leur feuille de route, c'est eux qui l'ont écrit. Ils ont dit qu'ils vont lever une subvention de... Je vais vous donner 260 quelques milliards. De 279 milliards. De l'énergie ou de tout le secteur? De tout le secteur. Non, attends, on va lire le papier. Non. Dans le secteur de l'énergie. De l'énergie, on va dire. Maintenant, c'est ce qu'ils ont dit. Et qui est un secteur très vaste. Avec notamment l'électricité. Non, attends, qui est très vaste. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est la Sénélec. C'est la Sénélec qui nous intéresse. La Sénélec, le gouvernement subventionne la Sénélec à hauteur de 12 milliards. C'est dans ce que la Sénélec a déclaré. Moi, je parle de chiffres. Dans ses comptes financiers. Dans ses comptes financiers. Ils disent qu'ils ont reçu du gouvernement 12 milliards. Mais moi, la question que je vais vous poser, est-ce que cette subvention, elle va directement aux ayants besoin? Est-ce qu'on ne subventionne pas les riches au Sénégal? Je pose la question. Est-ce qu'on doit globaliser la subvention à tout le monde? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Le problème, c'est simple. On va vers la privatisation de la Sénélec. Ah oui? Il faut que la Sénélec gagne de l'argent. Et comment gagner de l'argent? Il faut qu'on augmente, comment dirais-je, le courant. On est passé de 1 milliard à 10 milliards de bénéfices en un an. Mais pourquoi on n'a pas la concurrence à d'autres qui peuvent faire comme la Sénélec? Non, on va vers là-bas. D'autres Sénégalais peuvent vendre l'électricité. Mais le monopole sera géré par la Sénélec. Tous les Sénégalais seront des commerciaux. Une société sénégalaise peut être... Mais vous ne répondez pas encore à ma question par rapport à la subvention. Est-ce qu'elle va aux Sénégalais qui en ont le plus besoin? Attends, je te dis que la subvention, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas de subvention. Ah oui? Il n'y a pas de retrait de subvention. La subvention, elle est là. Et une chose que les gens ne comprennent pas et qui est très importante. Laquelle? Mais l'économie est lente. L'énergie et le input dans l'énergie, dans l'économie. Dans l'économie, effectivement. C'est le input. Il faut que les gens comprennent que l'entrée, c'est l'énergie, la sortie, c'est l'économie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'économie. C'est clair. Donc, si le Sénégal ne subventionne pas l'énergie, il n'y a pas d'économie. Ce sont les basiques en matière d'économie. Donc, il ne faut pas que les gens prennent des politiques du FMI ou de la Banque mondiale et venir nous brouiller en nous disant que ouais, c'est seulement de la politique. Alassane, vous posez... La question que je voulais poser, monsieur. Vous posez une problématique intéressante. Je voulais vous demander pourquoi la subvention, si elle existe, elle n'aille pas aux vrais Sénégalais qui en ont besoin, les pauvres qui ont besoin de plus de subventions que les riches. Est-ce que la subvention ne bénéficie pas plus aux riches qu'aux autres? Au Maroc, ils ont fait une réforme. Ils ont ciblé les subventions en répertoriant les Marocains qui ont le plus besoin de subventions. Eux, ils reçoivent la subvention. On y va. Et les riches payent au prix fort. On va vers ce carnaval-là. Mais laisse-moi aussi vous dire, Oui. Alassane, il faut aussi savoir qu'est-ce que vous appelez les subventions. En moins de 10 ans, le taux d'électrification dans ce pays-là a quasiment bondi. Nous sommes passés quasiment de 45% à 50%. Je suis d'accord avec vous, mais laissez-moi parler. Vous m'avez posé une question, Alassane, au moins. Ne vous répondez pas à ma question. Non, vous pouvez parler. Il faut serrer un peu la question. La première question concerne ce que vous appelez le ciblage des subventions. Absolument. Je comprends là vos préoccupations. Vos préoccupations, c'est celui qui habite les Almadies, apparemment qui a un certain niveau de revenu et un certain standing. Absolument. Pourquoi l'État devrait-il le subventionner par rapport à celui, par exemple, qui est là-bas au fond de la banlieue et madame qui n'a pas de revenus? Mais ça remonte à des principes et à des mécanismes politiques qui, je pense que dans ce pays-là, doit être beaucoup plus travaillé et raffiné. Il faut cibler les subventions dans ce pays-là. Absolument. De la même manière aussi qu'il faut cibler les subventions, notamment sur le carburant. Je ne vois pas dans ce pays-là quelqu'un qui a un 8-8. Pourquoi il devrait acheter un carburant qui soit subventionné par rapport à quelqu'un, par exemple, qui doit remplir de l'essence ou du gasoil pour faire, par exemple, du transport public. Ou bien pour aller modestement, par exemple, à son lieu de travail qui est quasiment à 10 km. Ça, c'est des problèmes de ciblage économique. Et je pense qu'on nous avait dit, dans ce pays-là, qu'on devrait y aller. Notamment avec l'appui et le soutien des institutions de la Banque mondiale et du FMI. Malheureusement, on n'y est pas. Mais pour l'électricité, je voudrais d'abord faire une précision. La Sénélec a au moins, a quelque chose comme 2 millions, 2,5 millions, voire même 3 millions de clients.
Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a 1 millier, voire 2 milliers de clients qui respectent, avec l'effet d'amplification des réseaux sociaux, qu'on est dans une situation de quasiment de surfacturation. Mais on doit les écouter. Ou d'abus. La CRSE, CRSE, ces issues du dossier, je pense que nous devons tous avoir au moins un peu de recul par rapport à cette situation de fait. Laisser la CRSE mener ses investigations et autant nous disent qu'il y a c'est dans le mécanisme de sanction. Mais là, c'est une société nationale. Mais je vois qu'on a plus loin. C'est une société nationale. Attention. Qui a au moins 2 900 000 clients. C'est une société nationale qui a pour but quoi? Social. C'est clair. Mais quand là... Attends, laisse-moi finir. C'est dans le secteur public. Laisse-moi finir. Quand on va de 1 milliard de bénéfices en 2022 pour sauter à 10 milliards de bénéfices en 2023, mais qui appelle ça? C'est le Sénégalais. Ça, ce sont les chiffres. Mais monsieur Bokoum, je voulais qu'on évolue sur ces questions bientôt. Maintenant, il y a l'agence Ecofin, qui est une agence quand même sérieuse d'information, qui annonce que d'autres subventions seront levées sur le carburant, sur par exemple le gasoil, sur l'essence. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la sécurité de la vie au Sénégal? Maintenant, un paradoxe va se poser. En 2024, le Sénégal sera un pays producteur de pétrole et de gaz. On a annoncé, on n'a rien vu. Hein? Non, normalement, ils ont dit... On attend. Normalement, ça devait être... Tant qu'on verra pas une goutte sortir là, on attend. Normalement, ça devait être en 2024. Normalement, oui, on attend. Mais encore que GTA est très avancé. Oui. Mais GTA est très avancé, Sangomar est très avancé. Mais c'est tous les deux, ils ont dit... On attend de voir la goutte. Tous les deux, ils ont dit deuxième semestre 2024. On attend. Oui. Donc 2024. Donc comment peux-tu prétendre un pays producteur de gaz et de pétrole et dire que maintenant je vais augmenter le prix du pétrole et du gaz? Ça n'a pas de sens. Jaay ko du ginaar, mu am problème ginaar. Ça peut pas être possible. Non, bon, j'appelle Guinard. Mais tu vois, non, je voulais qu'on précise qu'on est dans des projections concernant le gaz et le pétrole. On annonce des dates, on a tellement annoncé des dates au Sénégal aujourd'hui qu'on est devenu, comment on appelle ça, Jourdain. Monsieur Jourdain, on attend de voir pour croire. Parce qu'on n'a pas encore une goutte de gaz. On a vu même que BP, il y a eu certaines plateformes qui sont en train de se retirer. On attend de voir le gaz et le pétrole. Mais entre-temps, avant que ça vienne, comment les Sénégalais doivent vivre cette situation? Ouais, maintenant, c'est le rôle du gouvernement de supporter le Sénégal et surtout de supporter l'électricité. Parce que c'est une question vitale, c'est l'entrée de l'économie. Mais quel impact ça peut avoir sur la sûreté de la vie des gens? Évidemment, L'inflation des gens sur les marchés, les prix qui ont flambé, même le miel aujourd'hui. Mais monsieur Jacques, écoutez-moi, même le miel que l'on vend aujourd'hui au marché de Sandaga a connu une hausse énorme. Qu'est-ce qu'on fait si on augmente les prix, si on enlève les subventions sur le carburant, sur le gaz, et les transporteurs, il y a un effet domino qui va augmenter les prix? Mais Alassane, est-ce que je peux, à votre question, je peux répondre par une autre question? Dites-moi. Ah non, c'est moi qui pose des questions. Vous répondez à mes questions. Non, vous répondez à mes questions. Vous êtes là pour répondre à mes questions. Mais là, je parle sur l'arbitrage même de l'éminent économiste. Monsieur Bokoum, dites-moi, un seul pays au monde où les prix n'ont pas glissé vers des marges positives. Autrement dit, où les prix n'ont pas augmenté. Dites-moi. Il y en a beaucoup. Mais effectivement, parce qu'en réalité, il y a eu des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est vrai. Tout le monde l'a ressenti. Même en Chine, ça a été ressenti. Ça, c'est vrai. Maintenant, je pense que le Sénégal a un autre problème. On a des problèmes de revenus. Ce pays-là, je pense, n'a pas de problème de prix. Mais c'est que c'est un pays où les gens ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Pourquoi les gens ne gagnent pas essentielle. Pourquoi ils ne gagnent pas assez? Pourquoi ils ne gagnent pas assez au Sénégal? Parce que les gens ne travaillent pas assez. Parce qu'on n'a pas su développer dans ce pays-là des secteurs qui sont capables d'absorber de la main-d'œuvre, des secteurs qui sont capables de produire de la valeur ajoutée et de produire de la richesse. Et qui doit faire ça? Vous devez faire ça, moi je dois faire ça, mais l'État doit accompagner cela. Mais est-ce qu'il l'accompagne? Le grand problème qu'on a dans ce pays-là, c'est que nous ne sommes pas un pays qui génère des revenus. Mais est-ce que l'État accompagne? Parce qu'un pays qui génère des revenus, effectivement, les choses augmentent, mais les gens sont dans la capacité d'augmenter leurs revenus. Parce qu'il y a des opportunités qui sont là pour les populations. Ça va? Je peux me poser une question. Est-ce que l'État accompagne ces Sénégalais qui veulent développer, qui veulent travailler? Je sais que dans ce pays-là, il n'y a pas de secteur privé. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas dans ce pays-là de secteur privé. Même si le secteur il est réduit à sa plus simple expression. Malheureusement, il n'y a pas de secteur privé qui produit de la richesse, qui fait de la valeur ajoutée. Maintenant, il y a un autre problème. Le problème majeur, tu ne l'as pas dit. On n'a pas... Non, attends, tu n'as pas dit le problème majeur. C'est quoi le problème majeur? Dis-le. Les Sénégalais n'ont pas accès au crédit.
Pour créer un aspect. Il faut avoir accès au crédit. Pourquoi le Sénégalais, Diakhaté, s'il vous plaît, pourquoi les Sénégalais n'ont pas accès au crédit? Parce qu'on n'a pas une banque qui doit financer ça. Mais il y a 39 banques au Sénégal. 39 banques au Sénégal installées. 27, ils sont 27. Non, maintenant ils sont 30 banques. Mais Oui. ces 30 banques-là. La dernière, c'est la banque algérienne qui a ouvert sur les Allemands. Maintenant, ces banques-là, qui finance l'économie sénégalaise? Qui, un jeune Sénégalais, va là-bas, a son projet, et qu'il regarde le projet et le finance? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'État n'a pas mis de conditions pour que les jeunes Sénégalais ou le Sénégalais puissent avoir accès au crédit. Et sans accès au crédit, mais on peut pas financer une économie. Ça nous permet d'aller sur le deuxième point de notre débat, c'est l'immigration clandestine aujourd'hui. Si vous dites qu'aujourd'hui que l'État ne met pas en place les conditions pour financer l'économie qui permettent aux jeunes Sénégalais d'avoir accès au crédit, créer des emplois, est-ce que c'est l'une des raisons qui pousse des milliers de jeunes qui ne sont pas sans emploi pour partir aux îles Canaries? On a dénombré 1500 immigrants qui sont venus aux îles Canaries, et parmi les 27 000 qui sont venus répertoriés, la plupart viennent du Sénégal. Même si ce n'est pas tous des Sénégalais, ils viennent du Sénégal. Les États-Unis viennent de renvoyer 125 Sénégalais qui étaient passés par le Nicaragua. Mais c'est un problème ça. Et dans ce pays, on a l'impression qu'on n'en parle pas, ni l'opposition, ni le pouvoir ne posent pas le débat pour que les Sénégalais parlent de cette question. On a l'impression que les jeunes meurent dans l'indifférence la plus totale. Malheureusement. Pourquoi? Mais c'est très simple, Alsan. Chaque année que Dieu fait, vous avez au moins entre 200 000, 250 000 et bientôt même 400 000 Sénégalais qui ont au moins 18 ans qui rejoignent le marché du travail. Alsan, vous avez une population maintenant qui se massifie. 19. Et vous avez énormément de jeunes dans ce pays-là qui vont vers le marché, qui dérivent vers le marché du travail. Et en même temps, dans ce pays-là, nous n'avons pas une économie qui est capable d'absorber tous ces demandeurs d'emploi. Mais pourquoi les conditions de cette économie ne sont pas mises en place? Malheureusement, ils n'ont pas été mises en place. C'est ni le secteur primaire avec l'agriculture, la pêche, l'élevage et quasiment les mines, ni le secteur industriel qui devait en absorber au moins les 2/3, parce que dans tous les pays, les grands secteurs qui absorbent une bonne majorité de la main-d'œuvre, c'est le secteur industriel. Mais malheureusement, dans ce pays, ce n'est pas le cas. C'est développer des PMI et des PME? C'est fondamental dans un pays. Et puis qui sont dans la transformation, dans des secteurs intégrés, où les gens cultivent après les récoltes. Les chaînes de valeur. Effectivement, dans les chaînes de valeur, dans les grappes et dans les chaînes de valeur. Mais malheureusement, on n'a pas su le créer dans ce pays-là. Alsar, je vais vous donner un exemple. Chaque année, on bat des records en matière de récolte des arachides. Mais que font-ils de ces arachides-là? Est-ce que vous avez dit que la Sonacos, cette année, j'ai pu faire au moins 50 000 à 100 000 tonnes d'huile avec les 1 million de tonnes d'arachides qu'on a pu récolter? On n'a fait absolument rien. Idem pour énormément de choses qui sont produites dans ce pays-là, mais qui cherchent de matières premières à d'autres industries, mais pas à l'industrie locale. C'est ça qui fait aujourd'hui que nous ne sommes pas capables d'absorber tout ce surplus de main-d'œuvre qui est là. Les gens ne travaillent pas, ne gagnent pas de revenus. Ils sont obligés maintenant de voir comment au moins aller vers d'autres horizons où au moins leur situation existentielle pourrait plus ou moins s'améliorer. Vous êtes économiste chercheur. Ouais. Pourquoi il y a cette incapacité d'industrialiser le Sénégal pour retenir les jeunes, transformer les produits sur place? Pourquoi, depuis la nouvelle politique industrielle, NPI, le démantèlement des entreprises comme de textiles qui faisaient le coton, pourquoi il y a cette incapacité aujourd'hui dans ce pays, malgré toutes les politiques qu'on nous bassine de matin au soir, on n'arrive pas aujourd'hui à industrialiser le pays? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas cherché de midi à 14h. Les gens n'ont pas accès à l'argent. Les gens n'ont pas accès à l'argent. Est-ce que c'est l'État qui doit mettre en place les conditions pour permettre aux Sénégalais de développer? C'est le rôle de l'État. Mais pourquoi l'État ne peut pas le faire? Pourquoi? Ce problème-là, il est très complexe. Pourquoi il est complexe? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Vous dites? Il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Quels intérêts qui sont en jeu? Lesquels? Les grandes puissances. Ne veulent pas qu'on se développe, c'est ça? Évidemment. C'est nous qui avons les matières premières et c'est eux qui les transforment. Effectivement. Si nous commençons à transformer les matières premières, ils n'existent plus. Ils n'ont pas. C'est un système de levier, le monde là. Mais ça, depuis les indépendances, il y a une capacité de le faire. C'est un système de levier. L'économie, c'est seulement la transformation énergétique. Et pour vous donner une question simple, 90% des produits qu'on utilise dans le monde viennent de la pétrochimie.
Effectivement. Surtout pour l'industrie. Pour l'industrie, vient de la pétrochimie. Maintenant, si nous commençons, nous, à développer, à transmettre ces produits-là, mais ils n'existent plus. Ils ne vont pas nous laisser le faire. Là, un jeune Sénégalais qui est en Badakhon, qui a son diplôme ou bien qui veut s'en sortir, qui n'a pas de travail, mais tu peux lui expliquer pourquoi il n'a pas de travail? Mais parce que le système est fait d'une façon que c'est comme ça. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas seulement au Sénégal. Il y a 2,3 millions de Sud-Américains qui traversent la frontière mexicaine pour aller aux États-Unis. Ça a augmenté de 25%. Il y a 270 000 people venant d'Asie qui vont en Australie. Ça a augmenté de 10%. Il y a 260 000 Africains qui sont allés en Europe. Ça a augmenté de 10%. Mais moi, je veux que tu me parles des Sénégalais qui... Non, je parle de Sénégalais, je parle d'Africains. Je parle des Africains. Oui. Le problème, il est mondial. Tant qu'il y aura l'écart entre les pays pauvres et les pays riches, il n'y a pas de dessin. Les gens vont aller là où il y a la richesse. Oui, mais entre-temps, quand même, il y a eu des pays qui ont connu ces genres de situations, qui s'en ont sortis. Le Vietnam, il y avait des bored people. Aujourd'hui, le Vietnam est l'atelier de Reebok, de Nike, entre autres, les jeunes Vietnamiens travaillent. Singapour, même chose. Vous allez à Malaisie, c'est la même chose. Mais pourquoi le Sénégal ne peut pas faire... Écoutez-moi ma question. Nous, on parle au Sénégal ici. Ouais. Pourquoi le Sénégal ne peut pas faire comme Singapour, ne peut pas faire comme le Vietnam, ne peut pas faire comme les Seychelles ou la Malaisie pour développer son industrie? Pourquoi? Mais parce que le système est fait qu'on n'a pas accès à l'argent. Mais parce que Alassane, tu as trop d'élections au Sénégal. Non, ne parle pas d'élections. Alassane, tu as trop d'élections au Sénégal. À Singapour, là-bas, quand vous avez au moins des régimes qui sont des régimes quasiment dictatoriaux, qui mènent tout le pays au pas et font travailler les gens. Alassane, tu ne peux pas avoir cette stabilité qui permet aux gens d'être dans des horizons d'investissement s'il y a un pays où chaque 2 ans, 3 ans, tu as des élections. Tu penses que le nombre des élections fait partie de la déstabilisation? C'est clair dans ce pays-là. En quoi? Alassane, un investisseur sérieux dans nos pays-là n'a pas un horizon stable au moins pour investir. Entre autres choses, pour l'industrie, je pense que ce qui est notre problème, c'est que nous, Africains, on s'est consolidés. On a été extrêmement confortable dans le rôle dans lequel la division internationale du travail nous a quasiment confinés. Produisez des matières premières. Une fois que vous aurez fini avec vos matières premières, donnez-le nous, on va les transformer pour vous retourner ces mêmes matières premières et vous les vendre plus cher. Est-ce que vous êtes obligé? Malheureusement, nous, on n'arrive pas. Ce cercle vicieux, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Est-ce qu'on est obligé de rester dans le cercle vicieux? Du tout. Mais pourquoi les gouvernants qui sont élus par des populations qui doivent développer leur pays, qui sont été élus, pourquoi ils sont incapables de le faire? Mais Alassane, je vais vous répondre. Le premier élément de réponse que je vais vous donner par rapport à ces situations-là, c'est là où on a commencé, c'est le problème des subventions. Alassane, quel est aujourd'hui le pays sérieux qui s'est industrialisé et qui n'a pas soutenu son industrie pendant au moins une génération? Une génération. Tu soutiens le secteur textile, tu me parles du Vietnam. Mais au Vietnam, on a soutenu le secteur textile au moins pour 40 ans. Oui. C'est la même chose, on l'a fait au Pakistan. Et on ne peut pas le faire ici. On l'a soutenu. On ne peut pas le faire ici. Mais si on le fait, les gens sont là à dire, mais on veut le faire avec quel moyen? Avec quel entrepreneur? Dans quel domaine? Mais je voudrais aborder. Il y a une autre question fondamentale. Et selon quel mécanisme? Je veux te poser une autre question. De Saint-Louis à Bakel, vous avez 240 000 hectares de terre. Vous avez de l'eau, vous avez du soleil. Et le pays est incapable de produire son alimentation, avoir l'autosuffisance alimentaire. Les jeunes ne veulent pas faire l'agriculture, ils ne veulent pas y aller parce que peut-être les gouvernants n'ont pas montré de bon exemple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a toutes ces richesses-là, qu'on continue aujourd'hui à être à la merci de l'Inde et des autres pays créés à la mousson, on n'a pas de riz? Ouais, ça revient à la même chose aussi. C'est le gouvernement qui doit faire des politiques. Tu parles de riz. Tu vas pas donner Bakel, moi je vais donner quelque chose de mieux que ça. Quoi? Entre Bakel, Kédougou, le Mali et la Guinée, il y a 3 principales richesses. Lesquelles? Il y a du bauxite en Guinée. Il y a du lithium au Mali. Du lithium. Du lithium. Et la denrée que tout le monde cherche en ce moment, l'hydrogène 2. Si le Sénégal avait une usine qui fabriquait des batteries, les batteries électriques en ce moment, pour la mobilité, on serait en sorti. Mieux encore, avec le bauxite guinéen,
on pourrait faire de l'aluminium et faire de Kédougou la plus grande ville industrielle dans cette région et en Afrique. Mais ce sont des politiques de gouvernement. Mais la Banque mondiale et le FMI ne vont pas nous permettre de faire cela. Ils vont nous donner leur politique qu'ils pensent qu'on doit faire. Est-ce que le gouvernement est obligé de se ranger tout le temps derrière le FMI et la Banque mondiale? Pour qu'il n'y ait pas de rupture. Il y a des pays qui n'ont pas la Banque mondiale, qui n'ont pas le FMI. Un des pays souvent cité en Afrique, c'est le Botswana. Le Botswana arrive aujourd'hui à exploiter son diamant, à développer son pays. Effectivement. Ils n'ont pas besoin de FMI de la Banque mondiale. Est-ce qu'on a besoin tout le temps d'être derrière le FMI et la Banque mondiale? Maintenant, le problème, c'est pour ça, c'est un problème de compétence. Parce que, tu sais, tu as un président, un chef d'État. Il a ses conseils et ses ministres ou ses comment dirais-je, ses économistes qui vont discuter avec le FMI et la Banque mondiale. Si ces gens-là ne sont pas compétents et ne peuvent pas discuter avec ces gens-là, tout ce que les gens vont amener, ils vont le prendre. Moi, je vais dire que péremptoirement. C'est le plus grand problème de ce pays. Le plus grand problème de ce pays. C'est quoi? Les incompétences? C'est les incompétences du système. Il a raison. C'est l'incompétence au niveau du ministère de l'économie et des finances. 80%, et je le dis tout le monde, 80% ils sont incompétents. 80%. Je le dirai pas. C'est grave ça. Et je te dis une chose. Je le dirai pas. Et pour te dire, et plus encore. Je le dirai pas. Et je dis plus encore. Non, je vais me taire parce que... Non, je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Il faut nuancer. Les Sénégalais vous écoutent, allez-y, dites-le ce que vous pensez. Alassane, je dirais péremptoirement. Dites ce que vous pensez. Non, laissez-le briefer. Je dirais péremptoirement, tu ne peux pas dans un pays développer l'output agricole, autrement dit développer l'agriculture, si vous demandez aux douaniers de vous amener 1000 milliards de recettes douanières. Il faut que les gens soient sérieux au Sénégal. Si vous dites aux douaniers, amenez-moi cette année-là au moins 1000 milliards de recettes, mais c'est quasiment, vous ouvrez la porte à toutes sortes d'importations. L'autre chose dans ce pays-là, ça pose le problème de la continuité même des politiques agricoles dans ce pays-là. Mais Alassane, il fut au temps d'Abdoulaye Wade un ministre qui s'appelait Ahmad Sall. Mais Ahmad Sall, avec la SAED, est allé jusqu'à frôler 1 million de production de riz paddy. Aujourd'hui, on n'a fait même pas un quart. Et là, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Où sont les productions de la guana? Aujourd'hui aussi les domaines agricoles communautaires. Mais parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Si aujourd'hui la cadence dans laquelle Ahmad Sall avait emblavé, avait récolté le riz au niveau de la vallée, si aujourd'hui on était par exemple à 1,5 million, 2 millions de paddy, aujourd'hui le problème de l'importation de riz ne se poserait pas. Mais aujourd'hui, tu ne fais au niveau de la vallée, tu ne fais même pas 200 000 tonnes. Mais est-ce que la question n'est pas plus profonde? C'est fondamental ça. Et or que tu as 10 millions d'hectares qui vous attendent à la vallée du fleuve. Oui. 10 millions d'hectares qui vous attendent à la vallée. Vous avez du soleil, vous avez de l'eau, vous avez des ingénieurs agricoles. Moustapha, laissez-moi vous poser une question. Vous parlez d'importation. 1000 milliards. À qui profitent ces importations? Quels sont les enjeux? Au-delà de l'État. Au-delà de l'État, à qui profitent les importations? Est-ce qu'il y a des commissions que certaines touchent dans certains secteurs qui refusent qu'on arrête les importations? Je pose une question précise. Attendez, vous avez parfaitement raison. C'est un pays où l'État a quasiment ce qu'on appelle les manettes et les leviers. Si l'État aujourd'hui se réveille pour vous dire celui-là, je vais en faire 1 milliardaire, c'est très simple, l'État vous... Les intermédiaires. Mais bien sûr, l'État, c'est un pays de courtier. Qui enrichissent aussi ceux qui sont à l'État. Mais c'est clair, ça c'est comme ça qu'on a mis à genoux et qu'on a liquidé la caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Aujourd'hui, c'est des avatars nouveaux qui sont là. Aujourd'hui, l'État, pour vous enrichir, c'est très simple. Vous dites que je fais de vous un importateur de riz, avec autorisation d'importation. Les fameux DIPA. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez au moins avec un excédent de 10 milliards ou 20 milliards dans votre compte bancaire. Mais pendant ce temps où les Sénégalais dans cette situation difficile, ils n'arrivent pas à s'en sortir, on parle de la présidentielle, 256 peut-être candidats, on parle de tous ces gens qui cherchent des parrainages, d'une guerre entre la Sénat et la DGE. Mais comment on comprend tout ça? Ouais, mais parce que tu sais, c'est le pays, quoi. Et puis on va laisser le pays comme ça? Ouais, c'est le pays? Jusqu'à quand? Le grand problème de ce pays, je le dis, c'est quoi? Il faut fermer ENAM. Ah oui, pourquoi? Ce sont des procéduriers. Un pays géré par des procéduriers, ça n'a jamais marché.
ça ne marchera jamais. Mais il y a 4 candidats qui veulent de l'ENAM, hein, qui sont des C'est candidats. pour cela, regarde. Amadou Ba impôt domaine, Birima Mangara est candidat, Mambo Diaw est candidat, Ousmane Sonko est candidat, est un éventuel candidat. Hein? Je sais qu'en France, ils ont réformé l'ENA. Il y a au moins 5. Et au moins, l'ENA est autrement beaucoup plus efficace que notre ENA. Il y a au moins Et en France, ils l'ont réformé. Il y a au moins 5 candidats qui viennent de l'ENAM, déjà. Qui veulent diriger le Sénégal. Comment veux-tu donner ce pays à des procéduriers? Comment veux-tu donner ce pays à des procéduriers? Ah oui? Mais Il faut fermer l'ENAM ou la réformer? La réformer. Mais En France, ils ont réformé au moins. Le problème, c'est quoi? On nous amène des procéduriers, des gens qui ne connaissent que des procédures, qui vont venir dire qu'ils vont faire des transformations économiques. C'est pas possible. Le problème du Sénégal, il faut qu'on règle ce problème-là. Je vais vous dire une chose. Alassane, Allez-y. si demain, on fermait le ministère des Finances et qu'on va faire une fintech, Oui. le Sénégal va décoller. On transforme le ministère des Finances en fintech. En fintech, le Sénégal Qui fait quoi? Qui va faire quoi? va régler tout. Voilà, il faut préciser, FinTech, c'est vraiment la relation entre la finance et la technologie. La technologie. Quoi. Voilà, il faut préciser ça. C'est la relation entre la finance et la technologie. C'est-à-dire, C'est que toutes les opérations financières, il n'y aura pas une personne qui va signer dire seront digitalisés. merci. Si on le fait toujours demain, Ou dématérialiser. dématérialisé, Ou dématérialiser. le Sénégal va. Mais- Secondo, Mais tu penses que c'est facile de faire ça avec les gens qui vivent la corruption dans les ministères? mais c'est possible. Si le président voulait demain. Ils vivent de ça, non? Ouais, mais je ne sais pas de quoi il vit, mais j'ai dit que si le président le voulait Certains. demain. Moi, je ne sais pas de quoi il vit, mais je dis une chose. Si demain le président le voulait, il pouvait le faire. Ça règle le problème, vous pensez? 90% du problème de ce pays va être réglé. 90%. Et je donne un exemple pratique. Vas-y. Moi, je suis enseignant à l'École nationale de la statistique. Depuis l'année dernière, je n'ai pas encore reçu mon salaire de cette année-ci. Pourquoi? On est vacataire, le budget n'a pas encore été versé au niveau de l'école. Ah oui. Et tu me dis que c'est pris la marche. Quoi j'ai fait pour vivre ma famille? Ah, c'est clair. Les parrainages, les candidatures, la guerre DGE, Doudou Ndir qui a été aujourd'hui limogé, parce que aussi son mandat a été terminé depuis longtemps. Mais il y a plein de Sénégalais qui sont dans des institutions aujourd'hui dont le mandat est terminé depuis longtemps Mais et qui se cachent même parce qu'ils ne veulent pas partir. Mais c'est le cas de l'ARMP, où quelqu'un est là en train de donner nos plus gros marchés Pas aux étrangers, et cet homme est là en train de nous narguer, pas en nous faisant croire qu'aujourd'hui qu'il est quasiment Non, il ne faut pas indispensable. personnaliser, il faut parler de façon globale. Il y en a que ça dans ce pays-là. Mais aussi par rapport au parrainage et par rapport à la multiplicité des candidatures, je voudrais attirer ton attention sur un fait. Lequel? Nous vivons une situation quasiment inédite. Laquelle? Parce que c'est la première fois quasiment qu'un président sortant ne se présente même pas pour renouveler son mandat. C'est ça qui a créé la flopée de candidatures. Je pense que c'est ça, un c'est facteur, entre autres. C'est un facteur, c'est vrai. C'est un facteur. Les gens savent qu'aujourd'hui, au moins, tout le monde quasiment a Les mêmes chances. les mêmes chances pour Théoriquement. pouvoir pouvoir accéder. En attendant bien sûr le filtre des parrainages, quoi. Donc je pense que c'est ça qui fait toute cette floraison de candidatures. Mais aussi les gens ont compris qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Et la mère de ces enjeux-là, c'est quoi? C'est le pétrole et le gaz qui pointent à l'horizon. Ah oui? Donc les savent que ce pays-là, il y a une manne qui est là, et personne aujourd'hui... Mais ne la veut manne cette que tu ne manne-là. vois pas, la manne qu'on annonce tout le Mais- temps, on n'a pas vu la Mais manne. Alassane, comme on le dit en économie, et je parle sous la supervision de beaucoup. En économie, tu manges ce que tu prévois de gagner. Ouais. Aujourd'hui, tu dépenses ce que tu prévois de gagner. C'est vrai. Donc les gens sauront qu'à partir au moins de 2026, Et si tu ne gagnes pas, il y a 500 milliards ou 1000 milliards Oui, qui vont venir. oui, Et non, les non. gens anticipent. Et si tu ne gagnes pas ce que tu prévois, C'est là où on a. Mais au moins, les gens savent qu'au moins entre GTA et au moins quelque chose qui est là, on est à 90% quasiment de c'est toujours réalisation de c'est chantier. toujours encore des projets. Donc en réalité, Nathan. et dans ce pays-là, comme que tout le monde finalement est chasseur d'opportunités, Ça, c'est les vrai. chances que finalement qu'il y a une manne Mais vous ne pouvez pas pétrolière répondre sur gazière ma là, question sur la guerre au niveau de la Sénat et de la DGE. Et surtout aujourd'hui, le fait que toute la Sénat soit pratiquement renvoyée et changée. Le gouvernement dit que leur mandat était terminé depuis longtemps, qu'il devait partir. Les gens posent la question sur l'opportunité et le momentum. Le temps où ça a été fait. Je ne répondrai pas à votre question, mais je salue le Mais fait pourquoi que... vous répondez pas à ma question? Répondez. Vous devez répondre à ma question. Répondez à ma Alassane, mais je question. salue le fait que tous ceux qui sont dans des institutions avec des mandats qui ont fini doivent être remplacés.
Et de ce point, moi je salue le fait que les gens de la Sénat, dont les mandats sont finis, doivent être remplacés. Comme d'autres qui sont dans d'autres institutions. Mais est-ce qu'on ne devait pas le faire bien avant le contexte dans lequel nous sommes. Ça, de mon point de vue, c'est un non-comment. Mais non, le problème c'est quoi? Moi je vais commenter ça. Vas-y. C'est pas un problème de personne encore. Qu'on les change ou pas. Les textes ne vont pas. Ce sont les institutions. Ce ne sont pas les gens. Ce sont les institutions restent. Les textes ne vont pas changer. Non, le problème, c'est le fonctionnement des institutions qui font qu'on peut laisser quelqu'un sur un poste pendant 10 ans, quand son mandat est terminé. Même si son mandat est terminé, il devait partir. Et qu'on les change, même si on les change maintenant, le problème c'est quoi? Les textes ne vont pas changer. Oui, le contexte. Ouais, mais tu sais une chose, le contexte, il est important de prendre en charge le contexte. Il faut que nous sachions une chose. C'est la création de l'homme, elle est imparfaite. Et comme je te dis, le monde est un système de levier. Chacun ne fait que ce où il a des intérêts. Okay. C'est pour ça qu'on a des textes pour pouvoir, chaque fois qu'il y a quelque chose, au moins qu'on peut contrer, qu'il y a un texte au-dessus pour dire que si ça arrive, on peut faire cela, cela et cela. Oui, mais est-ce cette stratégie de chef de l'État de laisser des gens dans des postes, tout en sachant que leur mandat est terminé, il les laisse sur les postes, est-ce que ce n'est pas une façon de les tenir en laisse? Non, je pose la question, réponds-moi. Mais attends, c'est un point de vue. Oui. C'est un point de Moi, vue. c'est une question que je te pose. Non, attends, c'est une question. C'est pas un point de vue, c'est une question. C'est un point de vue. Répondez. Mais le problème, c'est quoi? Ça peut être une stratégie. C'est de la politique. Ça peut être une stratégie. Jusque-là, c'est la politique. Ah, mais attends, tout est politique. Il faut aller jusque-là. Non, mais tout est politique. Ça va? Le système de laisser les gens en place, tout en sachant que le mandat est terminé, eux-mêmes, c'est eux qui ont le mandat qui... Écoutez-moi, je pose une question. C'est les personnes elles-mêmes qui sont conscientes que le mandat est terminé. Pourquoi elles ne partent pas? Parce que c'est des personnes sans éthique. Pourquoi elles attendent qu'on les envoie? Alsan, c'est des personnes sans éthique. Alsan, même quand vous faites la prière, au moment du 4e raka, vous savez que la prière est terminée, vous quittez le masjid, vous allez vers d'autres, vous sortez de la mosquée. Alsan, c'est parce que dans ce pays-là, beaucoup de nos cadres n'ont pas d'éthique. C'est quasiment des chasseurs de privilèges et de prébendes. Mais nous n'avons pas des cadres d'élite dans ce pays-là. Parce que si votre mandat est terminé, vous ne devez même pas attendre d'être remplacé. Vous devez créer les conditions même de vaquer cette fonction-là et de laisser à d'autres de venir l'assumer. Mais malheureusement, c'est des gens qui souvent font le lobbying même pour rester assez. Exerce son pouvoir et l'autre contrôle l'autre. C'est ce qu'on a évité. Maintenant, est-ce que les gens le font d'une façon normale? C'est là où est le problème. Oui. Est-ce que les gens le font d'une façon normale? C'est là où est le problème. Maintenant, est-ce que... Moi, tu sais ce que j'ai retenu de tout ça? Que le système qu'on a hérité n'est pas bon. Il faut essayer, il y a des failles dans le système. Mais on le dit depuis les indépendances, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas... Non, on dit qu'il n'est pas bon. Et pourquoi on ne change pas s'il n'est pas bon? Mais pourquoi on ne change pas quelque chose qui n'est pas bon? Il y a un problème majeur. Lequel? L'homme a peur du changement. L'homme, il se conforte dans son confort. Parce que le changement, les gens ne savent pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr. Mais 90%. D'accord, c'est une opinion, je vous l'accepte. Je vous l'accorde. Maintenant, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ce pays? Mais si vous êtes sur un système pendant 40 ans ou bien pendant 50 ans, il ne marche pas, mais vous le changez. Normalement. Mais si vous êtes conscient qu'il ne marche pas. Donc, et c'est pour cela, moi je théorise table rase. C'est-à-dire table rasa? Tout. Ah oui? Ouais. C'est ce que je théorise. Mais Alsan, remplacé par quoi? Voilà, un gouvernement purement digital.
Ah oui? Ah oui, 100% digital. Gouvernement digital. Ouais. Et c'est ma thèse de doctorat. Ah oui? Ah ouais, je théorise un gouvernement 100% digital. Où l'homme n'aura pas ce pouvoir de signature de changer. À ce moment, tu auras formé la population aussi. Non, elle est Qu'elle déjà puisse formée. savoir c'est quoi La le population est déjà formée. digital. Dans le digital? Ouais. Les femmes qui... Mais si tu vas dans les quartiers... Attends, qui les a appris à utiliser WhatsApp? Personne. Mais d'accord, mais... Qui les a appris à utiliser Orange Money? Personne. Et le Cap-Vert s'y approche même. Ce que vous dites là, le Cap-Vert s'y approche. Il y a quand même des contrées où n'ont pas Internet, hein, attention. Non, Hein. c'est pas un problème d'Internet. Il faut les encore. digitaliser, les numériser. C'est pas un problème C'est d'Internet. simple que Encore, ça. les gens, c'est pas un problème Il faut d'Internet. les intégrer. C'est un problème de quoi? Le digital, qu'est-ce qu'il permet? Le consensus. Il permet que Alassane ne va pas rester dans son bureau et accorder à quelqu'un un rabais de 1 milliard. Ce ne sera pas possible. Seul le digital peut permettre ça. Comme disent les Américains, don't trust, verify. Mais Toi, Hassan, tu auras avec toi le lobby des... le lobby de ceux qui produisent le mais système, Hassan, hein. ce dernier point Allez-y. peut vraiment résumer les mots de nos pays là. Hassan, est-ce que tu penses que c'est normal dans ce siècle du digital et du numérique, quelqu'un doit se réveiller pour aller faire la queue pour nous voler par exemple sa carte d'électeur? Ce que tu peux faire avec ton clavier ou avec une application de ton smartphone, ça pose des problèmes sérieux dans ce pays-là. C'est qu'en réalité, la technologie est là. Toutes les applications, l'écosystème est là, la quincaillerie est là. Mais c'est nous qui refusons. La volonté n'est pas Maintenant, là. par rapport à ce que l'éminent professeur Bokoum dit, Pas évident. voilà. Avec beaucoup d'humilité, je pense que ce pays-là, le peuple sénégalais a donné suffisamment de gages qu'ils veulent le changement. Ils l'ont fait avec Diouf, ils l'ont fait avec Wade, et attention, en février. Je pense qu'ils ont donné suffisamment de gages qu'ils sont prêts à aller vers une autre direction qui soit complètement différente de la direction dans laquelle ils étaient. Maintenant, c'est à la nouvelle élite, au nouveau régime, de pouvoir prendre en compte cela. Mais est-ce que les élites sont capables de changement? C'est ça la grande question. Est-ce que les élites sont capables de changement? Si. Ah oui, comment? Ah, mais tu sais, On ne l'a pas encore vu, en tout cas. mais pourquoi pas? Parce que tu sais... Et là, on nous promet même changement dans la continuité. Tu sais, avant-hier, j'ai écouté le gouverneur de la BCEAO. Je n'avais pas regardé l'interview. Il disait qu'on va vers la digitalisation du français. Oui, très bien. Ça fait partie des ODD. Donc, si l'argent est devenu digital, mais on va vers un pas vers ça. Donc, il est temps que le gouvernement prenne le taureau par les cornes et qu'on avance. Mais en attendant d'y aller, qui s'occupe des Sénégalais et de leurs problèmes? Qui s'occupe du Sénégal? Mais c'est le digital qui va régler tous ces problèmes-là. Mais beaucoup aussi. Il faut bien qu'il y ait un échangier. Mais beaucoup, Il faut avec tout le bien respect que je vous dois. qu'on dise qu'on doit le faire. Avec tout le respect que je vous dois, Qui s'occupe le des gouverneur de la Banque centrale n'a absolument rien dit. Beaucoup, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est dans la zone la plus pauvre du monde. Une des zones. Les plus pauvres du monde. Mais à quoi nous sert cette Banque centrale-là? Il faut de l'intendance. Mais c'est ça le problème. De l'intendance. Ce gars n'a rien à dire, beaucoup. Beaucoup dans ce pays-là, vous êtes une PME, mais pour avoir un petit prêt de 1 million, vous êtes obligé de faire la cour auprès des banques. C'est vrai. Le gouvernement n'a absolument rien à dire. Aujourd'hui, on devrait aller d'abord changer le franc CFA, démanteler la banque centrale. Mais c'est clair. Parce que c'est une banque centrale. Regarde, il parle de changement. Mais c'est une banque centrale de pauvreté. C'est une banque centrale qui nous embourbe dans la pauvreté. Donc ce gouvernement il a résolu le problème. Donc tu dis que la banque il n'a rien à dire, ce gouvernement. La banque centrale fait de l'intendance. En réalité, la banque centrale peut manquer même dans ce pays-là. À la place de la banque centrale, on peut avoir des claviers et des serveurs. Parce qu'on n'a pas besoin de cette banque centrale-là. Parce que c'est une banque centrale qui ne finance ni l'économie, qui ne finance ni l'activité des femmes, ni l'activité des jeunes. On n'a pas besoin. Mais c'est son rôle. Alassane, cette banque centrale-là, elle est là juste pour les intérêts des colons de la France. Du compte d'opération qui est ouvert auprès de Bercy à Paris. On ne sent pas cette banque centrale. Et tu as aussi en ce moment-là l'inflation des candidats. C'est aussi une banque. Il y a l'inflation des candidats. Mais le problème, c'est quoi? Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Dans notre pays. Des candidats qui cherchent, on en trouve. Mais un vrai candidat qui doit se présenter. Mais ce dont je suis sûr que la plupart des candidats, et ça c'est là où je vais fermer, n'ont aucune crédibilité. C'est vrai. Pourquoi ils n'ont pas? C'est très simple. On n'a jamais vu dans ce pays-là un seul candidat qui a créé 10 emplois dans ce pays-là. Il y a beaucoup. C'est des gens qui Beaucoup n'ont pas créé, c'est vrai. ils passent tout leur temps à faire la politique. C'est des gens qui, dans leur vie privée,
n'ont absolument rien accompli, ni pour ce pays, ni pour eux-mêmes, ni pour leur famille, ni pour leur communauté. Il y en a beaucoup. Donc il est clair que pour la plupart d'entre eux, ils sont quasiment disqualifiés. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Moustapha Diakhaté, qui est économiste, consultant senior en infrastructure, expert en énergie. Et merci aussi à Seydou Bokoum, secrétaire scientifique et chercheur à l'AREM. À la technique, Amadissi, micro Alassane Sambodio. Excellent dimanche à tous.